Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Rayonnance TV. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte pour une conférence qui aura pour thème l'interprétation des maladies qui compensent les petites et les grandes blessures de l'âme et comment les guérir. Donc voici, hop. Donc bonsoir docteur. Bonsoir. Donc le docteur Thomas Lamotte est neurologue. Voilà, donc il va nous expliquer dans peu de temps son parcours et ensuite, bien évidemment, il nous détaillera les différentes facettes de son livre. Dans un premier temps, je tiens quand même à présenter un bonsoir à toutes les personnes qui étaient présentes dans le chat sur YouTube et sur Facebook. Donc habituellement, je les cite. J'ai noté les noms, mais voilà, donc je peux dire un bonsoir à Giovanni, Maestrelia, Stéphie, Julien, Dudessé, Annie, Jodel, bonsoir JPA, Daniel, Philippe, Karine, Christelle, Isabelle, âme sensible, Yasmina, Karine, Cindy. Donc, exceptionnellement, nous faisons un replay sur Zoom pour des problèmes techniques, donc veuillez nous en excuser, mais voilà, j'espère que la conférence sera quand même, il n'y a pas de raison, donc elle sera très très intéressante. Encore une fois, je tenais tout de suite à remercier le docteur Thomas Lamotte de sa présence, car c'est vraiment une personne que, il ne le sait pas, mais j'apprécie particulièrement. Et voilà, donc pour moi, ce soir, c'est une fierté de le recevoir. Donc, merci, docteur, et je vous laisse la parole. Bien, c'est l'avalanche de compliments, merci. Non, mais c'est C'est vrai sincère. que j'ai un chemin très particulier qui fait peur à beaucoup de médecins ou de soignants parce que ça m'a emmené très très loin par rapport à ce que j'avais fait à la faculté de médecine. Donc, j'ai une formation de neurologue et puis je suis passé à la salle pétrière, donc comme interne chef de clinique. Et ensuite, je devais retourner à Caen faire de la anatomopathologie, c'est regarder aux microbes, les tumeurs, les choses comme ça. Mais en fait, comme quelqu'un était très compétent sur ce poste-là, je suis allé à Lisieux, un tout petit poste qui a été aménagé pour moi à ce moment-là. Et donc, je suis rentré comme chef de service d'un service de neurologie à Lisieux. Et j'y suis pas resté très longtemps parce que, effectivement, en 1984, j'ai eu une aventure qui m'était destinée, entre guillemets. J'ai servi de médecin à un pèlerinage qui nous a emmenés à Paray-le-Monial. Et à Paray-le-Monial, donc le soir, je faisais partie des soignants, j'ai emmené une dame qui était paralysée des membres inférieurs en petit fauteuil jusqu'au lieu de la prière. Et le lendemain, cette brave dame, je l'ai vue sur la pelouse qui marchait sans fauteuil, sans canne et sans personne pour l'aider. Effectivement, là, j'ai regardé, mais oui, c'était bien elle. Et donc, effectivement, ça, c'est pas des choses qu'on nous apprend à la faculté de médecine, les guérisons très rapides. Et bon, je n'avais pas la réponse, bien sûr. Je n'allais pas faire des examens, j'étais là pour un pèlerinage. Mais 3 mois plus tard, donc, j'ai donné ma démission de l'hôpital pour aller en ville comme neurologue libéral. Et j'ai fait donc ma recherche personnelle, c'est-à-dire qu'avec une technique un petit peu particulière, euh, au lieu de faire des échantillons de malades ou sur un certain nombre et on va en tirer avec des conclusions, avec des statistiques, au contraire, j'ai fait ce que j'avais commencé à faire en tant qu'interne, une étude au cas par cas. C'est-à-dire que vous avez un cas, vous allez non pas l'écouter et l'examiner avec les choses modernes, mais vous allez prendre vos 2 oreilles pour être à l'écoute de sa vie psycho-affective. Et donc, vous faites ça, et vous avez des renseignements qui vont jusqu'à la famille, bien sûr, donc ce qui nous met une dimension transgénérationnelle. Et quand vous avez fait ce cas-là, eh bien, vous allez reprendre un même cas, soit de la même pathologie, soit de la même localisation, pour essayer de trouver ce qu'il y a de commun entre les deux. Parce que le but, c'est pas de dire il y a 2% de fumeurs qui font des cancers du larynx en France. Le but de dire, c'est dans 100% des cas, voilà ce qui s'est passé avant l'installation de ce symptôme ou d'une pathologie à cet endroit-là, donc dans le corps. Et donc, ben, j'ai commencé. Alors, ce cas par cas, ben, c'est du 100% à chaque fois. Donc, on est sûr que ce qu'on a trouvé comme événement juste avant l'installation du symptôme sera toujours le même. Hein. Et donc, on peut parler de cause
même si ça gêne un peu les gens d'attribuer les causes à des émotions intérieures plutôt qu'à des événements extérieurs. Et donc, il y a un cas qui m'a vraiment mis sur une voie tout à fait intéressante, c'est ce que j'ai appelé le nerf du chien. Mais pourquoi le nerf du chien? C'est-à-dire que j'ai interrogé des gens qui avaient une pathologie du côté de la cuisse, soit à droite, soit à gauche, avec soit des douleurs, des engourdissements, etc. C'est une zone où il y a un nerf qui est uniquement sensitif, donc il n'y a pas de paralysie. Et donc, c'est assez facile de savoir ce qu'il y a comme symptômes. Et donc, j'ai vu que pour les malades qui venaient me voir avec cette symptomatologie, on allait retrouver une histoire de chien, une histoire du chien malheureuse une première fois qui va représenter ce qu'on appelle le conditionnement. Quand on parle de Pavlov, on parle de conditionnement. Hein. Pour que le réflexe conditionné apparaisse, il faut d'abord un conditionnement. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est un conditionnement négatif. Il se passe quelque chose de malheureux avec ce chien. Et lorsque je n'ai pas raconté ce que j'avais ressenti, la honte d'avoir écrasé un chien, par exemple, alors que j'aime beaucoup les animaux, eh bien, si je ne l'ai pas raconté, quand ce mauvais souvenir va être réveillé par une autre situation, eh bien, à ce moment-là, mon cerveau va sortir le symptôme, et le symptôme, c'est, dans ce cas-là, un engourdissement de la cuisse, par exemple, ou une douleur qui vient donc faire comme s'il y avait un contact, mais différent de celui que je souhaitais, et différent que le chien souhaitait aussi, c'est il n'a pas eu sa caresse. Bien. Donc, le nerf du chien, c'était du 100%, et j'ai plus d'une trentaine d'histoires de 100%, alors que si vous regardez sur tous les sites médicaux ou si vous demandez à un rhumatologue ou même au chirurgien qui opérait les nerfs, et parce que les nerfs étaient coincés un petit peu, donc il fallait les opérer, eh bien, effectivement, vous allez toujours trouver quelque chose qui est appuyé sur ce nerf-là pour expliquer. Là, c'est toujours le chien que je trouve juste avant. Et quand on parle donc de ce que je vais dire, une mauvaise image de la personne que la personne n'a pas voulu partager, hein, elle a gardé pour elle sa honte, hein, et bien à ce moment-là, le symptôme va s'installer une deuxième fois. Donc, on a toujours deux temps lorsqu'on a une maladie d'origine psychosomatique, on va dire. Un premier temps qui est un temps de conditionnement. Et si je ne dis rien sur ce que j'ai ressenti, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas envie de raconter aux autres, j'ai de la honte quelque part, je n'ai pas osé faire ci, etc. Eh bien, à ce moment-là, donc, je vais avoir une épée de Damoclès qui va un jour ou l'autre, mais peut-être pas, se réveiller avec l'apparition brutale d'un symptôme lorsque il va y avoir une même histoire, enfin, qui m'a rappelé cet ancien souvenir. Je Un peux en élément parler. déclencheur. Voilà. Donc, je peux en parler parce que ça m'est arrivé, cette histoire de chien. J'avais un gentil chien sympathique, un peu vieux, un chien qui était très bon à la chasse. Et le soir, l'été, il était très heureux de nous regarder jouer au ping-pong. Voilà. Mais quelques années plus tard, il a fallu emmener le chien pour le piquer chez le vétérinaire parce qu'il avait un cancer d'une mamelle. Et donc, ça a été quelque part, sur le plan affectif, quelque chose de marquant. Et ce n'est qu'à peu près 2 ans après que se sont manifestés des engourdissements. Et sur le moment, ben, je me demandais ce que c'était, ce qui m'arrivait, et je pensais que c'était, entre guillemets, une histoire de nerfs coincés. En fait, non. Il a fallu que j'attende la retraite pour que je puisse retrouver l'épisode où j'avais, entre guillemets, conditionné mon cerveau et mon système nerveux. En fait, le souvenir dont je ne me rappelais pas, c'était qu'un soir, en rentrant de chasse un dimanche soir, il y a un chien qui a traversé la route devant moi et malheureusement, je l'ai culbuté. Mais je ne pouvais pas le voir tant que je passais sur cette route-là quand j'étais le chauffeur. Et il a fallu que ce soit un jour où
un ami me conduise pour qu'on emmène des documents à détruire dans une camionnette pour que mon cerveau m'autorise à revoir cette histoire-là, donc qui était le phénomène conditionnant. Donc, conditionnement et ensuite déclenchement. Et une fois que le symptôme est déclenché, qu'est-ce que c'est que ce symptôme? Eh bien, c'est un symptôme qui fait que je ne pourrai pas revivre cette histoire de culpabilité. C'est-à-dire que si j'ai vu quelque chose et que j'y vois moins bien, effectivement, je vais pouvoir être à l'abri, entre guillemets. Mais ce symptôme, en fait, il a deux choses. D'abord, il vient après. Donc, pour un alibi qui vient après, ce n'est pas un très bon alibi. Et surtout, c'est sous forme symbolique, c'est-à-dire que l'inconscient nous parle avec des symboles et c'est sous forme symbolique donc que le symptôme se déclare. Alors, comme je ne connaissais pas les symptômes, le symbole et le nerf du chien, aucun neurologue, personne, aucun médecin, je pense, ne connaît au monde le nerf du chien. Et pourtant, il est vraiment réellement là dans les histoires. Et les gens qui ont très mal et qui ont une douleur atroce depuis 6 mois sont bien contents de me trouver parce qu'il suffit de raconter donc le côté paracomptable et la douleur se disparaît instantanément. Par exemple, un monsieur qui était très embêté par sa cuisse me raconte simplement, ben oui, c'est au bout de 15 minutes peut-être, ben oui, il y a eu un jour un problème avec ma maman parce qu'elle voulait faire une marche arrière pour monter sur un trottoir. Mais en fait, le trottoir, c'était mon vieux chien. Voilà. Et donc, voilà, une fois que c'est l'aveu de ce qu'on ne voulait pas raconter, parce qu'on ne veut pas dire du mal de sa maman, parce qu'on ne veut pas, etc., eh bien, à ce moment-là, le symptôme disparaît. S'il n'y a pas de lésion organique importante, ça va disparaître immédiatement. Sinon, effectivement, il faudra un petit peu de temps. Je redonne une autre histoire pour bien fixer cette histoire de langage symbolique, parce qu'en fait, on n'a pas appris en faisant les études de médecine le langage symbolique. Donc, on ne sait pas ce que le corps veut raconter. Hein. Donc, une autre fois, j'avais une dame qui venait pour un problème neurologique, mais qui me dit autre chose, qui me dit qu'elle a eu une échographie du foie. Et elle me dit, ben, oui, je suis bien embêté parce qu'à cette échographie du foie, on a trouvé 4 nodules, donc c'est des petites tumeurs encore bénignes vraisemblablement, 4 nodules du foie, et on a trouvé 4 angiomes. 4 angiomes, donc c'est des petits sacs qui contiennent du sang. Hein. Et effectivement, personne ne va lui dire ce que c'est. Comme j'avais déjà assez d'expérience, le foie, pour moi, c'est un organe de stockage. Hein, de stockage, on stocke du sucre, on stocke de la graisse, etc., pour faire des réserves, hein, et donc pour éviter qu'il y ait un manque. Hein. Et donc, qu'il y ait un manque de quoi? Et effectivement, s'il y a 4 nodules, c'est qu'il y a 4 manques spécifiques, on va dire. Et les autres lésions, ce sont des lésions vasculaires qui contiennent du sang, donc les angiomes. Et les angiomes, eh bien, ce sont donc des structures qui amènent des liens du sang. Les liens du sang, c'est la famille. Hein. Et donc, cette femme-là finit par s'expliquer en pleurant, parce que ce n'est pas qu'elle a les 4 nodules et 4 angiomes qui l'embêtent, c'est parce qu'elle a 4 petits-enfants qu'elle ne voit plus. Hein. Et vous voyez que pour faire le détour, pour atteindre la souffrance profonde de la malade et éventuellement lui permettre de guérir sans rien faire d'autre, il faut avoir la traduction. Hein. Donc, c'est une compensation, ça veut dire que là où il y a eu du manque, je fais du foie pour stocker, pour symboliquement donc ne pas souffrir de manque. Et là où il y a manque de famille, je ramène du sang de la famille en supplément. Vous voyez que c'est complètement absurde, hein, mais ce n'est pas moi qui ai inventé, je n'ai pas créé l'homme, malheureusement. Et donc, c'est une absurdité. Et finalement, ce dont je me suis aperçu, et je le dis maintenant, mais je vais faire hurler tous les soignants en disant ces choses-là, c'est qu'en fait, une maladie, c'est la façon de détruire ou de changer l'organe qui nous a donné de la honte à un moment donné pour qu'il ne puisse plus nous donner de la honte.
Donc, je vais me servir de maladie pour détruire un nerf, pour détruire du cerveau, etc. Donc, ça a un sens très précis. Et à ce moment-là, quand je suis mon, avec mon nodule, avec ma tumeur vasculaire, symboliquement, donc, je ne peux pas manquer de lien de famille. Vous voyez. Et donc, si je ne manque pas de lien de famille, je ne peux pas avoir la souffrance de ne pas avoir mes 4 petits-enfants régulièrement à voir. Absurdité. Mais absurdité qui touche le cerveau aussi, puisque je suis un neurologue. Et donc, j'ai eu la chance ou la malchance de connaître le docteur Hammer, qui est un médecin allemand qui a été très décrié pour ses découvertes de médecine nouvelle, parce que lui, il voyait sur le scanner des endroits où le cerveau ruminait, et il savait qu'à tel ou tel endroit, le cerveau ruminait tel ou tel problème, et que cette zone-là était en même temps liée à un organe particulier. Par exemple, si j'ai un souci de quelqu'un qui me menace et qui me fait peur, la zone qui est dans la région frontale gauche va être excitée, entre guillemets, et puis donc je vais me retrouver avec des troubles de la phonation, et vais me retrouver sans voix, par exemple. Hein. On peut très bien faire faire une perte, oui, une perte de voix simplement à cause de cette peur ou cette peur d'être ridicule. Si on se souvient de la Coupe du monde de football au Brésil, il y avait, comment il s'appelait, Arsène Wenger, qui entraînait une équipe anglaise et qui était là comme speaker pour TF1. Et quand les Allemands menaient, c'était 1-0, il n'a pas arrêté pendant 3/4 d'heure de nous dire que les Français allaient marquer, c'était sûr. Voilà, malheureusement, il a répété cette connerie-là pendant 10 fois, 50 fois, et il a été roulé dans la farine par ses collègues à la fin du match en disant, voilà. Eh bien, Arsène Wenger, on ne l'a plus vu. Pourquoi? Parce que pour ne plus dire des conneries, il avait une extinction de voix, hein, et il ne lui permettait plus donc de dire des bêtises. Voilà, donc ça peut être utile un petit peu, mais on voit très bien que ça n'est qu'un tour de passe-passe, la maladie, parce qu'on n'a pas été honnête, on n'a pas eu la simplicité. Par exemple, c'est difficile de réagir et d'engueuler un patron, hein, et de se défendre quand il vous dit votre travail est mal fait, vous vous occupez mal des nouvelles personnes que je vous confie, vous-même, votre démarche, elle n'est pas tout à fait correcte, et il ne va rien dire parce que c'est son patron. Hein. Et s'il ne se défend pas tout seul, s'il n'ose pas, eh bien, le cerveau va faire réagir les ganglions. Les ganglions, c'est fait pour se défendre contre un agresseur, un microbe notamment. Et donc, il va avoir des ganglions qui vont se développer au niveau du thorax. C'est mon espace vital, hein, c'est là où je vis tous les jours. Et puis, au niveau du ventre, c'est mon identité. Et donc, je vais me retrouver avec un lymphome, un cancer des ganglions, au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. Et donc, à ce monsieur-là, que je voyais pour une seule fois, hein, on a quand même discuté 2 heures à peu près, je lui ai expliqué que c'était parce qu'il n'avait pas osé dire la vérité et se défendre face à son patron, que ces ganglions étaient venus là pour le défendre symboliquement. Et donc, ce que je lui conseillais, c'était de régler son problème, de se défendre lui-même, s'il voulait guérir donc de son lymphome. Il avait commencé de la chimiothérapie, donc il est retourné voir le patron pour mettre les choses au point et sa ligne de travail pour les mois à venir. Et il a demandé au médecin qui avait mis une poche pour mettre la chimiothérapie de lui enlever. Voilà. Et je l'ai revu 5 mois plus tard où il était vraiment dépité. Pourquoi? Parce qu'il avait fait ce qu'on appelle un PET scan. Hein. On vous injecte un produit qui va un petit peu dans tous les organes et qui va se fixer notamment sur les endroits où il y a de la tumeur. Et là, sur ce PET scan, il y avait plus de ganglions qui étaient marqués. Mais par contre, au niveau de la clavicule, il y avait quelque chose de nouveau, donc qui lui faisait très peur. En fait,
je lui ai expliqué que ce nouveau foyer, c'était en fait la trace de la poche à chimiothérapie et qu'en fait, apparemment, il était guéri. Voilà. Ah, Donc, des nouvelles, j'en ai eu à peu près pendant 15 ans et il n'avait pas récidivé de sa maladie, hein. Et donc, c'était simplement le fait d'avoir parlé et vidé son sac. Je n'ai pas osé, j'ai eu honte de me défendre devant mon patron qui a été mis en évidence. Voilà. Et donc, en fait, l'aveu de cette culpabilité, c'est la clé, hein. c'est C'est-à-dire la voie vers la guérison. voilà, c'est la clé pour essayer de démêler tout ça et il faut absolument donc travailler parce que l'inconscient, s'il a enfermé ça depuis 30 ans ou 40 ans dans le cerveau du monsieur, c'est qu'il n'a pas envie de raconter vraiment cette histoire-là. Mm. Puisque je vous donne une histoire un petit peu plus de culpabilité, je vais prendre l'histoire d'une femme qui vient me voir parce qu'elle a des névralgies dans le territoire du trijumeau. Le trijumeau, c'est la sensibilité de toute la face, du front jusqu'au menton, hein. Et donc, les névralgies, en général, sont des décharges très violentes qui vraiment peuvent pousser les gens au suicide, tellement c'est important, cette douleur-là. Et donc, elle va me raconter, quand je l'accueille, que la symptomatologie est apparue à une certaine date, mais on trouve surtout que le premier choc, ce qu'on appelle donc le choc conditionnant, était en fait la mort d'un cousin de son mari, hein. Il traversait une cour à 45 ans et badaboum, il s'écroule, reine mort, enfin, crise cardiaque sans doute, hein. Voilà. C'est ce elle me situe comme événement important. Et souvent, cet événement important, on va le trouver à la moitié de l'âge que la personne a quand elle vient consulter pour un autre symptôme. C'est-à-dire que au moment où apparaît la névralgie faciale, eh bien, elle a, mettons, 56 ans, eh bien, on va retrouver le conditionnement à 28 ans, hein. Donc, c'est assez facile à retenir, ce n'est pas toujours, mais c'est quand même une bonne piste, puisque la compensation peut faire aussi jouer le temps, 28 ans avant, 28 ans après, hein, pour rétablir l'équilibre. Et cette lame-là, bon, je la travaille un petit peu parce que ce n'est pas n'importe quoi. Et elle va finir par me raconter qu'en fait, cette mort du cousin lui a rappelé la mort de son amant dans ses bras, dans le petit bois, à côté de sa ferme. Vous voyez que la culpabilité est autre, hein. Et là, vraiment, on a quelque chose qu'on n'a pas envie de raconter. Elle avait quand même été obligée de raconter à son mari pour qu'il l'aide à ramener le corps, etc., à le remettre en place. Mais ça s'était limité à ça. Elle est quand même pas se vanter, cette histoire-là. Voilà. Mais il faut aller jusqu'à ça, jusqu'à cette culpabilité, pour que la personne soit guérie définitivement de son symptôme. Et qu'il n'y ait pas de rechute. Et qu'il n'y ait pas de rechute, parce qu'effectivement, il y a une autre façon de guérir, c'est une guérison par symbole contre symbole, on va dire, et non pas la vérité, l'authenticité de l'aveu, mais symbole contre symbole. Il y a un malade dont on a beaucoup parlé, bon, c'est fait pour les vieux, qui était un aviateur anglais, qui est retourné en Angleterre après avoir fait pas mal d'exploits, entre guillemets, aéronautiques, et auquel on a découvert donc un cancer du poumon. Et ce monsieur-là s'est mis à faire de la voile et à faire des courses à la voile en solitaire. Donc son nom, il a été anobli par la reine puisqu'il gagnait les courses en solitaire, Sir Chichester. Et donc, quand on a fait des radios au bout de quelques temps, on s'est aperçu que le cancer du poumon était parti. Et effectivement, le cancer du poumon, ça n'est pas le tabac. Ça n'est pas le tabac. Le tabac, c'est un facteur de risque. Un facteur de risque, ça veut dire que vous avez un risque de faire ça. Et si c'était la cause, tout le monde déclencherait un cancer du poumon aussitôt la première cigarette, la première bouffée, on va dire. Voilà. Et là, donc, non, ce qu'il faut savoir au point de vue symbolique,
c'est qu'en fait, ce monsieur-là, à cause d'une dispute que je ne connais pas, je ne l'ai pas interrogé, je ne l'ai pas vu comme malade, mais à cause d'une dispute qui s'est mal passée, qui a laissé des mauvais souvenirs, eh bien, donc il a eu un marquage et puis un second rappel de ce mauvais souvenir, et à ce moment-là, le cancer qui se met en route. Et donc, qu'est-ce que c'est une dispute? Eh bien, c'est le vent, c'est le souffle pour avoir le dessus. On s'engueule, on parle fort, etc. Hein. Et lui, il avait le dessus avec le vent dans sa voile. Hein. Et donc, symbole pour symbole, hein, puisqu'il gagnait, s'il gagne à une course, il a le dessus dans la dispute, symboliquement. Et donc, on a dit il est guéri. Non, ça s'appelle une rémission. Une rémission, c'est les symptômes qui s'en vont, mais comme il n'y a pas eu d'aveu de cette culpabilité qu'il porte en lui et qu'il cherche à emmurer, eh bien, il est toujours susceptible de repartir. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il a été pris dans une tempête dans l'Atlantique et que c'est le vent qui a eu raison cette fois-ci de la bagarre, et donc il a failli se noyer, enfin, il a été obligé de faire appel à des secours et tout ça. Hein. Mais cette fois, le rôle de la victoire symbolique qu'il avait maintenu en bonne santé, eh bien, s'est écoulé, et l'année suivante, donc, il est mort d'une récidive de ce cancer avec une compression de la moelle épinière. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens qui m'écoutent, qui me disent, mais il est fou ce médecin, il dit que le tabac ne donne pas de cancer. Je ne suis pas fou, je suis logique. Vous êtes très, très loin d'être fou, si je puis me permettre. Là, ça, Oui, c'est clair et net, hein. Moi, j'apprécie vraiment votre analyse parce que je me permets juste de vous couper 2 minutes parce que je sais un petit peu ce que vous allez dire sur justement le tabac. Et une vraie cause, c'est lorsqu'il y a 100%. Sauf que là, le tabac, comme vous le dites, hein, c'est pas 100%. Donc, c'est juste un jeu de statistiques qui est emprunté par l'ensemble de la médecine actuelle traditionnelle, qui est fait juste pour cacher leur ignorance et leur incapacité de trouver l'origine et les solutions à tous les maux. Voilà. Donc, voilà. je vous Alors, laisse poursuivre. oui, c'est sûr que on prend une statistique, effectivement, il y a beaucoup de fumeurs dans ces cancers-là, et on en déduit donc faussement, puisqu'il faut du 100%. On a eu un maître en médecine expérimentale qui nous disait, du moment qu'il y a la cause, il y a l'effet aussitôt, et quand vous avez cet effet-là, vous allez retrouver toujours la même chose, la même cause. Hein. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Et surtout, les gens qui vous disent que ça donne un cancer, le tabac, ils mettent à la poubelle d'autres études qui ont été faites chez les gens qui fument. Vous avez par exemple des gens qui ont fait des études sur la façon de fumer. Et vous avez des gens qui, quand ils fument, ils crapotent, ils se crachent aussitôt. Et vous en avez d'autres qui vont aller chercher le maximum de fumée pour le mettre dans le fond des alvéoles, hein, pour vraiment s'imprégner de la nicotine, etc., et toutes les cochonneries. Bien. Alors, vous prenez ça et vous faites des statistiques. Il n'y a même pas besoin de faire des statistiques. Ceux qui fument profondément font 50 fois moins de cancer que ceux qui crapotent. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas eu des laboratoires qui se sont mis à tricher, etc. Enfin, oui. Donc, un autre monsieur qui était un chercheur solitaire, un peu comme on est là, comme je suis, parce que sinon, si on n'est pas chercheur solitaire, on a la pression du monde qui nous entoure et des croyances qu'ils ont, qu'ils veulent absolument nous inculquer. Et donc, c'est un monsieur qui a travaillé sur les causes des cancers. Mais au lieu de choisir n'importe quelle population, il a pris une population très stéréotypée pour que l'environnement ne joue pas un grand rôle. Hein. Et donc, il est allé dans les communautés religieuses. Alors, il a trouvé des choses, effectivement, qu'on n'attendait pas. En principe, en France, il y a à peu près 2% de cancer du larynx dans la population, et on dit c'est le tabac et aussi l'alcool. Voilà. Mais là, il va dans une communauté de carmélites, et il y a beaucoup plus de cancer du larynx. Et chacun sait que les carmélites passent leur temps à fumer le cigare
et à boire un coup matin, midi et soir. C'est complètement ridicule. Et pourtant, il y a plus de 4 fois plus, c'est-à-dire 9% de cancer du larynx qu'il a trouvé dans cette population. Bon, là, ça montre bien le ridicule des médecins lorsqu'ils maintiennent leurs conclusions. Et pourquoi, effectivement, les sœurs font le cancer du larynx, c'est qu'elles ont fait des vœux d'obéissance. Et quand vous avez une supérieure qui ne vous supporte pas et qui vous empêche de parler, vous oblige à la fermer, on va dire, pendant des années, il est sûr qu'effectivement, ça risque de faire des dégâts au bout du compte. Le jour où elle meurt ou le jour où elle est éliminée parce qu'il y a un vote contraire pour elle, effectivement, et le jour où je peux enfin l'ouvrir, eh bien, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le cancer du larynx apparaît. Donc, C'est il y a là où des cancers c'est quand même. et il y a des cancers qui débutent quand la relation va beaucoup mieux. Hein. Donc, c'est des cancers relationnels. Le cerveau, par exemple, c'est la relation. La voix, c'est la relation, etc. Et au contraire, les cancers qui sont des organes de nécessité, par exemple pour la nutrition, hein, un cancer du pancréas, ça vient au moment du stress. Hein. Mais les autres, effectivement, un cancer du larynx va survenir quand, par exemple, la maman qui était casse-pied avec son fils va partir pour un Alzheimer et petit à petit va lâcher prise, donc, et le fils va pouvoir reprendre le dessus. Et à ce moment-là, effectivement, il va faire son cancer du larynx. Donc, on est loin du tabac ou de l'alcool. Voilà. Donc, heureusement, il y a des études comme ça qui permettent de dire, voilà, vous me dites, il y a je ne sais pas combien de pourcents de fumeurs, 70% de fumeurs pour le cancer du poumon, mais moi, je vous montre le contraire, que effectivement, ça n'est pas à tous les coups, et on trouve des études justement qui prouvent que les croyances qu'on a sont complètement fausses. Donc ça, c'est quand même bien. Mais je peux vous dire qu'il y a eu un article de fait il y a une quinzaine d'années, peut-être, c'était dans le Figaro. Le professeur auquel on avait demandé son avis a dit que c'était une théorie complètement absurde, hein, la théorie du docteur Thomas Lamarck. Voilà. Et donc, beaucoup sont prêts à dire que ma théorie est absurde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois des gens guérir par exemple, d'une maladie, enfin d'une symptomatologie neurologique qu'on appelle la dystonie. La dystonie, c'est des gens qui, un beau jour, se mettent à avoir des contractures de certains muscles, et il y en a qui sont plus ou moins bien connus. Par exemple, le torticolis spasmodique, donc vous avez le sujet qui va être obligé de tourner la tête, et donc qui fait ça en permanence, enfin, c'est quelque chose qui apparaît un beau jour, et le seul traitement qu'on a trouvé maintenant, c'est de faire des piqûres de Botox, c'est-à-dire de toxines botuliniques, pour paralyser les muscles qui se contracturent trop. Vous avez la crampe de l'écrivain. La crampe de l'écrivain, donc c'est la personne qui commence à écrire, et puis le bras va finir par se bloquer, hein, et l'écriture est complètement bloquée. Et les blépharospasmes, ça va être des clignements des yeux. Hein. Voilà. Et tout ça, donc, ça marche très bien. Ça fait le plaisir des laboratoires qui vendent la toxine botulinique, puisqu'on est obligé de revenir tous les 3-4 mois à peu près, hein, et ça peut durer des années, des années, des années. En général, donc, j'ai pas peu de chance en tant que neurologue de recevoir une dystonie focale à son début pour lui être utile. Parce qu'en fait, dans mon expérience, c'est une maladie qui guérit en un quart d'heure, une demi-heure. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment la faire guérir. Hein. Et donc, on n'a même pas besoin, dans ce cas-là, d'aller chercher le conditionnement, puis ensuite le déclenchement. Il suffit de faire parler le malade de la situation qu'il a connue au moment du déclenchement. Donc ça, il s'en souvient, c'est parfaitement conscient. Et il va vous expliquer donc ça,
vous insistez un petit peu sur les côtés donc dérangeants, hein. Et puis, une fois que le travail est fait, la dystonie, la crampe de l'écrivain a disparu pour toujours, hein. Une de celles que j'ai vues, les plus récentes, c'était une crampe de l'écrivain d'un monsieur qui avait eu ce choc d'avoir de la joie à la mort de son père. C'est impossible de raconter ça. J'étais tout joyeux, mon père est mort, hein, effectivement. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je lui ai fait écrire, je suis content que mon père soit mort. Il a écrit normalement, et depuis, il écrit toujours normalement, hein. Une autre, c'est une jeune fille de 15-16 ans qui a une copine, et elles sont dans la même classe et ensemble, elles se sont retrouvées ensemble, peut-être parce que justement, elles n'avaient pas leurs règles à un âge déjà avancé. Et donc, elles s'étaient raconté leur misère. Et elles ne se sont plus rien raconté quelques mois plus tard. Et l'une d'elles, donc, a eu ses règles qui se sont arrêtées. Donc, elle a été complètement traumatisée, effectivement. Elle croyait enfin être une femme et elle pouvait. Et donc, elle a eu une dystonie aussi qui touchait l'écriture, parce que l'écriture, c'est le stylo. Et le stylo, c'est le symbole du zizi, hein. Et donc, elle ne savait pas comment il fallait présenter dans quelle position présenter son stylo, si elle était femme ou si elle était fillette, hein. Et donc, elle était embêtée, comme tout, pour écrire. Elle a été soignée pendant 2 ans dans un hôpital. Et ben, c'était toujours la même chose, effectivement. Et voilà. Et donc, ben, elle m'a raconté cette histoire-là. Donc, tout bêtement, la honte de ne pas être, à l'âge de 16-17 ans, une femme mûre pouvant trouver un mari, entre guillemets. Voilà. Dès le lendemain, la maman me téléphone en disant ma fille n'a plus rien. Donc, quelque part, c'est dommage quand on fait ce qu'on peut faire et que vous avez et des malades et des médecins qui ne croient pas du tout que ce soit possible, hein. Mais si vous regardez dans les documents, partout, vous verrez que la dystonie focale est incurable. Ben, moi, je peux dire que la majorité. Alors, j'ai eu un bel échec une fois. C'était un secrétaire départemental de l'ordre qui m'avait envoyé un malade qui avait un torticolis, je crois, mais avec la mission de m'espionner pour savoir comment je faisais ma médecine et pour savoir s'il y avait à redire et à aller chatouiller, embêter ce médecin un peu particulier. Évidemment, ce n'était pas les conditions psychiques pour que le monsieur se confie à ses misères. Il pensait juste à garder au service ce qui se passait avec moi pour aller le raconter aux membres du conseil de l'ordre. Donc, une autre fois, c'était une femme qui avait perdu son père et elle n'arrêtait pas de pleurer. On ne pouvait pas parler, mais elle arrêtait de pleurer à cause de la mort de son père. Donc, elle a passé une demi-heure à parler, non pas à parler, mais à pleurer. Et là, effectivement, je n'ai rien pu faire. Bon, peut-être que maintenant, j'ai un peu plus d'habitude. J'y serais allé plus directement. Oui. Parce qu'effectivement, on peut quand même avoir une idée à l'avance de ce que la personne va raconter en fonction des symptômes qu'elle nous décrit. Par exemple, un monsieur est venu me voir pour une dystonie, toujours, puisqu'on est dans la dystonie, et il avait le soir les doigts, l'index et le majeur droit qui se courbaient quand il était couché, qui se pliaient. Voilà. L'index, c'est le papa, celui qui donne les ordres, etc. Et voilà. Et le majeur, c'est le doigt de la sexualité. Si les deux doigts se plient, ça veut dire que l'action, enfin le symbole est diminué, hein. C'est-à-dire que quand j'ai mon doigt le majeur comme ça, c'est que je n'ai plus une relation sexuelle. Et pour le père, c'est la même chose. Et donc, en fait, il avait cette crispation de ses deux doigts parce que sa femme lui avait parlé que dans peu de temps avant, quand elle était jeune, son père avait l'habitude de tripoter ses filles et ça avait duré pendant assez longtemps. Et lui, aussitôt, ça n'a fait qu'un tour, effectivement, le fait qu'il ait confié ses enfants
à ce grand-père-là et il est tripoté était tout à fait impossible à penser, à imaginer. Et donc, eh bien, symboliquement, donc, quand il se couchait, eh bien, le beau-père et sa sexualité se couchaient aussi. Bon, on peut en raconter comme ça beaucoup parce que il y a beaucoup de musiciens, par exemple, qui font des dystonies aussi. Mais c'est toujours en rapport avec la sexualité ou autre chose. Il y en a un, par exemple, c'était une guitare à 10 cordes et il ne pouvait plus jouer des trémolos sur sa guitare parce que effectivement, la guitare, c'était l'instrument qu'il emmenait chez son amoureuse. Et son amoureuse, un jour, on dit, tu viens me voir, mais sans ta guitare ou tu viens pas me voir. Voilà. Et à ce moment-là, les trémolos, il n'arrivait plus à les faire sur sa guitare puisque effectivement, comme ça, il n'avait pas emmené sa guitare chez son ami. Bien, je ne sais pas si c'est clair un peu, parce Ah qu'il y si, a c'est très tellement très de clair, choses. hein. Ah non, Oui. non, là c'est très très clair. En plus, vous Hein. avez cité plusieurs exemples pour le même cas, donc là c'est plus que très clair. L'inconscient en plus est très fort pour la symbolique. Nous, en tant qu'humains, on n'a pas conscience réellement de toutes les symboliques. Vous, c'est votre travail depuis 40 ans qui vous permet au fur et à mesure, avec le grand nombre de patients que vous avez vus, de personnes, qui fait que maintenant vous avez du recul justement sur les différents cas. Mais c'est vrai que l'inconscient ne se trompe pas au niveau de la symbolique. Et il y a toujours des compensations symboliques inconscientes qui sont là et le corps, lui, il ne se trompe pas. Enfin, l'inconscient ne se trompe pas. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme découverte? Eh bien, effectivement, j'ai un ancien interne qui est venu me voir un jour pour me parler, avec un bouquin pour me parler du docteur Hammer. Alors, le docteur Hammer a fait beaucoup de bruit parce qu'il a inventé sa médecine à lui et c'était malheureusement sur des mauvaises bases. Il a fait un cancer du testicule après que son fils ait été abattu, entre guillemets, de nuit, enfin une balle perdue de nuit, donc une balle dans la tête. Et donc, il a fait un cancer du testicule après ça. Et lui, il fait un lien direct entre la mort de son fils et là. C'est-à-dire qu'il ne nous donne pas un conditionnement. Et donc, effectivement, il va emmener tous les gens qui veulent le suivre dans la psychosomatique dans une fausse piste, puisque le plus dur à trouver, c'est le conditionnement. Le symptôme, il est fait pour empêcher l'humiliation au moment du conditionnement et non pas au moment du déclenchement. Hein. Et donc, effectivement, M. Hammer donc, a eu des ennuis un petit peu avec la justice. Le problème, c'est que les gens qui l'écoutaient et buvaient ses paroles comme du petit lait, c'est parce qu'il n'était pas médecin. Hein. Bon, il y en a quelques-uns médecins qui l'ont suivi. Il y en a même un médecin belge qui a appris l'allemand pour apprendre à travailler avec lui. Mais c'est vrai que ce qu'il a découvert, c'était assez fantastique. C'est-à-dire que à l'époque où le scanner débutait, on avait des images qui étaient des fausses images euh, pour former des spirales qui étaient des spirales assez régulières. Et ces images, c'était la machine qui les fabriquait. Et lui, il a pensé que c'était les ruminations du cerveau. Hein. Et pendant des années, il a maintenu que c'était les ruminations du cerveau. Bon, la qualité des scanners s'est améliorée, les IRM sont arrivés, on a pu retrouver ces belles spirales. Mais pour lui, c'était ça initialement. L'autre chose qui était un petit peu particulière, c'est qu'il discutait de ses problèmes la nuit avec son fils mort, et son fils mort lui disait c'est bien, cherche encore, tu vas trouver, etc. C'est quand même très particulier pour faire de la recherche. Hein. Voilà. Mais c'est surtout que cet homme-là n'admettait pas la critique. C'était impossible. Et donc, tout ce qu'il disait, c'était parole d'évangile. Hein. Par contre, eh ben, j'ai eu une aventure encore tout à fait bizarre. C'est que quand j'ai eu fini de faire un petit tour de piste avec, je ne sais pas, 4, 5, 6 années, oui, tout seul, hein, faire mon expérience, eh bien, il fallait du sang nouveau, travailler avec quelqu'un d'autre pour changer un peu les idées. Hein. Parce que là, je vous donne une synthèse, mais c'est venu en 35 ans, hein, c'est pas venu du jour au lendemain.
Et donc, je ne savais pas quoi faire. Et un soir, donc, comme j'habitais Lisieux, je suis allé à la basilique où il y avait ce qu'ils appellent une soirée pluie de rose, je crois. Et donc, j'ai fait une lettre, j'ai écrit avec une enveloppe à mon adresse, et j'ai demandé donc dans cette lettre à Sainte-Thérèse qu'elle me trouve un collaborateur pour travailler. Bon, il faut déjà être assez fou pour faire ça, mais si on pense que effectivement on peut avoir des liens avec les morts, ou on peut avoir des liens avec les vivants qui sont loin de vous, sans forcément c'est ce ne sont que des informations, des vibrations qui circulent, on va dire. Voilà. Et donc, eh bien, après avoir donné cette lettre, pour qu'on la renvoie l'année d'après, et vérifier que Sainte-Thérèse faisait bien les commissions, j'ai entendu dans ma tête psychanalyste lacanien, etc. Et finalement, j'ai été convoqué, enfin invité à une séance où on faisait la lecture des scanners. Alors j'ai été affolé parce qu'effectivement, la connaissance des médecins qui, soi-disant, lisaient les scanners était assez pénible. Ils ne savaient pas localiser sur les coupes qu'on voyait les endroits du cerveau, hein. Mais par contre, effectivement, j'ai rencontré en mangeant un monsieur qui s'est présenté à moi comme psychanalyste lacanien. On a discuté chacun de nos problèmes et puis on s'est quitté. Et 3 semaines plus tard, donc, il m'a téléphoné en disant ce serait bien qu'on travaille ensemble. Et finalement, on est allé à la salle pétrière, on a été accepté par 2 patrons avec des sujets aussi tordus que ça, hein, aller lire un cancer sur le cerveau d'un malade dont on a le cerveau quelque part dans le formol, enfin. C'était tout à fait spécial. Et moi, j'étais là devant tout le monde et des gens qui me connaissaient bien, et avec les psychanalystes qui m'expliquaient, regarde les bronches, regarde les bronches. Euh, Ceux qui passaient là, non mais cet imbécile-là, il n'est même pas capable de voir que c'est un cerveau, quoi. Voilà. Mais effectivement, on peut voir l'état des bronches ou l'état des dents sur un scanner quand on a appris. Et donc, j'ai appris pendant 6 ans à faire ça, parce que effectivement, ce qui était important au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau, ce que j'appelle le cerveau stratégique, c'est-à-dire que à chaque endroit du cerveau, il y a une réflexion sur l'instant que je vis, sur un point précis, hein. Est-ce que j'ai peur là, par exemple? Eh bien, ça va être là, s'il y a une peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider rapidement? Ben, ça va être de l'autre côté, par exemple. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un signal de ces zones-là, effectivement, c'est ça qui va faire le lien avec l'organe qui est dépendant de cette zone-là, hein. Donc, si j'ai quelque chose qui rumine là de l'ordre de la peur de la maladie, ben, je vais faire par exemple un cancer des ganglions, hein. Si je fais de ce côté-là, eh bien, ça va être, par exemple, un interne qui est là, qui est paniqué avec un enfant qui a volé une orange et qui n'y arrive pas à libérer et qu'il faudrait vite, vite, vite que l'anesthésie vienne l'aider, etc., hein. Eh bien, ce stress-là, c'est quelque chose qui, répété, va amener des nodules de la thyroïde. J'aurais une question, si ça ne vous dérange pas, docteur Lamotte, par rapport justement au cerveau. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur un kyste colloïde sur le V3? Ça, enfin, je peux rien dire. Je peux rien dire. Un kyste, c'est de l'eau. Enfin, c'est essentiellement de l'eau, hein. Donc, pour moi, s'il y a de l'eau sous forme kystique à cet endroit-là, c'est qu'il y a besoin de la maman, entre guillemets, à cette zone-là, hein. Donc, ce n'est pas du tout le raisonnement des médecins. Mais si vous avez ce qu'on appelle une hydrocéphalie dans toute la tête, eh bien, c'est que maman est présente et surveille tous vos projets, hein. Et ça, on met ça en place. Mais donc, effectivement, là, on est au milieu du cerveau, dans une région très sensible au point de vue vital, on va dire. Alors peut-être que ce n'est pas une pathologie d'ailleurs qui concerne la personne, hein, puisqu'on est capable de faire des symptômes pour une autre personne.
Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, c'est moi qui ai un kyste colloïde sur le Ouais, T3. ouais. Voilà. Et j'ai été opéré en urgence il y a quelques années. Et là, ça se voit pas, mais j'ai un système de dérivation, j'ai une Ouais. sonde. Donc, Et, ça donne une hypertension intracrânienne. et oui, bah, il y a eu une hydrocéphalie. Et Ouais. vu que je suis assez bête, j'ai résisté à la douleur jusqu'au dernier moment. Et j'ai résisté jusqu'à la limite de la mort subite. Voilà. Voilà. Mais bon, ils m'ont opéré en urgence. Et voilà, donc c'est sur le tridome aussi un petit peu. Enfin, c'est pas très loin du tridome de la mémoire. Bien sûr. Et donc, effectivement, là, bon, faudrait voir. Mais pour moi, je vais aller chercher, dès qu'il y a du liquide et des kystes, je vais aller chercher donc un supplément de maman, hein. Euh, D'accord. J'avais ma maman qui a été placée, donc je la voyais plus tellement en EHPAD. Il fallait que je fasse 200 kilomètres pour la voir. Et donc, je la voyais pas sans bouger. Et j'avais remarqué que quand ça faisait un peu trop de temps sans la voir, eh bien, je me faisais un édème de la jambe gauche. La jambe, c'est la relation que j'ai, et la jambe gauche, c'est la relation que je veux avoir à une personne. Et donc, comme je ne voyais pas ma maman, je me mettais de l'édème dans cette jambe-là. Et une des façons de le faire disparaître, c'était aussitôt de prendre le téléphone et de l'appeler, hein. Hein. Mais c'est vrai que inversement, ça peut très bien marcher. Un petit enfant qui fait ce qu'on appelle un syndrome néphrotique, c'est-à-dire il va se charger notre dos 2, 3, 4, 5 kilos d'eau, hein, eh bien, quand on va interroger, et il fait ses poussées d'édème quand sa maman est absente pour quelques jours, enfin assez long, c'est-à-dire une semaine ou plus, hein. Et donc c'est assez étonnant. Mais non, il fait ce symptôme-là pour rassurer sa maman quelque part. Mais non, tu ne me mens pas, tu es toujours avec moi. Et oui. C'est inimaginable, un truc comme ça. Inimaginable. Et donc, puisqu'on en est au lien enfant et parent, une zone que je n'avais jamais explorée avant, puisqu'on m'a appris que c'était les virus, c'était des produits chimiques qui donnaient les malformations des fœtus, ben, je croyais ce qu'on m'avait dit, moi. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre la symbolique. Et donc, je me suis posé des questions un peu plus, parce qu'on peut très bien avoir 10 personnes qui ont eu la même problématique pendant la grossesse, et donc 10 malformations identiques chez les enfants qui sont nés, hein. Donc, un des premiers qui m'a donné la solution, en fait, c'était un petit garçon qui était né, il y avait juste un petit bout de pouce à la main gauche, hein. Et bon, donc, les gens ont été assez libres. En général, j'attendais qu'ils me posent une question en disant mais pourquoi docteur ceci, pourquoi docteur cela. Vous voulez vraiment savoir? Et hop, on emballait sur une consultation un petit peu différente. Et là, donc, elle m'a raconté qu'au moment où elle était sur le point de vouloir un enfant ou de l'avoir, enfin, je ne me souviens pas exactement, elle avait eu en même temps envie de prendre des nouvelles de son frère, parce qu'elle l'avait pas vu depuis très longtemps. Quand elle est allée à la mairie du lieu où elle était, eh ben, elle a tendu la main à l'employé de la mairie, et l'employé de la mairie lui a donné le papier qu'elle a pris de la main gauche et qui était le bulletin de décès de son frère. Et le petit enfant naît sans main gauche pour ne pas prendre le bulletin de décès. C'est fantastique. Alors évidemment, je ne vais pas plaire je vais pas plaire. C'est évident que je ne vais pas plaire. Parce que même s'il y a 50 personnes où il y a la même malformation, pour moi, il y a eu la même cause psychologique dans la tête de la maman, hein. Pour la thalidomide, il y a eu un produit qu'on donnait pour les maux de tête, je crois les vomissements qu'il peut y avoir pendant la grossesse. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés sans des membres, hein. Mais si la femme vomissait beaucoup et avait mal à la tête, etc., à un début de grossesse difficile, c'était peut-être parce qu'elle n'avait pas envie d'être enceinte, hein. Et pour ne pas être enceinte, eh bien, il ne faut pas avoir de relations sexuelles, ça c'est les jambes. Et quand on n'a pas de relations sexuelles, on ne fait pas d'enfants, ça c'est les bras. Et donc vous avez des enfants qui symboliquement empêchaient la sexualité de leurs parents sans membre inférieur, et au niveau des membres supérieurs,
empêcher de faire des enfants. Hein. C'est fou ce que je vous le dis, là, je vais me faire enfermer bientôt. Mais Non, 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 pour moi, non, non, non. c'est une certitude, donc voilà. Il y a des gens qui se mettent en association dès qu'il y a des symptômes un petit peu particuliers. Et il y a une association qui s'occupe du syndrome dit de Pôlande. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a trouvé, j'ai trouvé comme explication? Eh bien, on a trouvé que certaines femmes qui avaient voulu avorter n'avaient pas en fait été avortées. Et donc, la grossesse a continué jusqu'à l'accouchement. Hein. Et à ce moment-là, à la naissance, hein, la femme qui avait eu son enfant contre son gré, eh bien, on constatait que l'enfant n'avait pas de grand pectoral gauche. Et qu'est-ce que c'est le grand pectoral gauche? C'est le pectoral qui permet de prendre le bébé, enfin, etc. Moi, j'appelle ça le muscle du parent. Hein. C'est pour prendre son bébé dans les bras. Et donc, s'il n'a pas de grand pectoral, il n'est pas parent. Symboliquement, bien sûr. Hein. Okay. Et donc, depuis que je sais ça, j'ai vu d'autres atteintes et j'ai trouvé effectivement que le grand pectoral était le muscle du parent. Par exemple, un monsieur qui se donne un grand coup de couteau dans le pectoral gauche parce que sa femme ne le respecte pas et ne respecte pas ses droits de visite. Donc là, il se fait plus profondément un parent respecté, on va dire. Alors évidemment, moi je vois ça à une vitesse maintenant un petit peu, mais ça me paraît important de savoir donc que ça passe par un cerveau et le cerveau de tout le monde et qu'on peut voir sur le scanner donc des choses importantes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un accident vasculaire cérébral? Eh bien, on va aller détruire la zone avec laquelle j'ai fait quelque chose et j'ai eu de la culpabilité, tout bêtement. Hein. Donc, si vous allez chercher des lacunes, c'est des tout petits trous, des artères et de quelques millimètres, enfin à peine, qui se bouchent et ça va donc faire un trou qui peut avoir jusqu'à 2 cm de diamètre, on dirait. Hein. Eh bien, si vous étudiez le cas des malades qui ont ce trou-là au niveau du thalamus droit, c'est donc une structure du cerveau en profondeur, eh bien, vous allez entendre que cet accident-là est arrivé parce que la personne était en train d'essayer de soutenir un membre de sa famille et ça s'est mal tourné et la personne a dit, a fini donc cette aide et l'afflux de sang à cette zone-là dans le cerveau, elle a décidé, non, c'est fini maintenant, je ne le fais plus. L'accident vasculaire arrive le jour même ou le lendemain avec un engourdissement du côté opposé. Pourquoi un engourdissement? Un engourdissement, c'est fait pour se rendre insensible. Bien, donc je prends 3 cas pour la zone droite et je vais m'apercevoir que dans un cas, c'est une maman qui a une fille alcoolique. Elle est allée aider sa fille à Paris pour protéger la petite fille. Hein, et en fait, elle s'est fait foutre à la porte et elle a reçu je sais pas quoi, une carafe ou d'autres choses. Et elle a décidé, non, ça y est, c'est fini. Je ne l'aiderai plus. Une autre fois, c'est un jumeau qui se fait moquer de lui parce qu'il est obligé tout le temps de payer les dettes. Donc, devant les communs, ça ne fait pas très bien. Et à ce moment-là, quand il décide non, c'est fini, à ce moment-là, effectivement, il fait un petit trou dans son cerveau, un engourdissement. Ça peut être une maman qui est interpellée par les gendarmes parce qu'il pense qu'elle est complice de son fils. Son fils est dealer et consommateur. Et puis en fin de compte, eh ben non, elle ne connaît rien de tout ça. Et donc, 10 jours plus tard, ben, elle va décider qu'elle fout son fils à la porte de chez elle. Voilà. Donc, on l'a critiqué, on a été un peu violent, elle arrête, la circulation de cette zone-là s'arrête, hein, et à ce moment-là, effectivement, il y a l'engourdissement et le petit trou au même endroit. Mais vous avez 3 cas que je vous cite et 3 fois le même problème, si vous reconnaissez. Hein. C'est vraiment du 100%. Pour un neurologue, c'est invraisemblable quand de découvrir ça.
Voilà. Et donc ça, ce cerveau stratégique, effectivement, ben, personne ne le connaît, personne ne sait comment ça marche, personne ne sait. Donc on ne sait pas interpréter une image de scanner, hein. On ne sait pas. Ce qui est important de signaler dès maintenant, c'est que les accidents sont mis en place par notre inconscient, parce qu'ils surviennent après une dispute où on n'a pas pu se mettre d'accord, hein, et il va falloir qu'on se mette d'accord symboliquement par donc quelque chose qui est une rupture quelque part. Ça peut être une fracture, donc, hein, et il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, eh bien, c'est quand vous avez un problème de discussion avec des gens, eh bien, vous allez avoir un accident de voiture ou autre chose qui fait que vous allez avoir un traumatisme crânien sévère dont les directions des forces sont telles que vous allez aller mettre en bouillie la zone qui a servi à la bagarre et donc vous ne pourrez plus vous bagarrer, vous êtes déculpabilisé, et qui donc de cette façon-là ne pourra plus jamais redonner cette bagarre et cette honte de cette bagarre. Voilà. Donc, c'est quand même assez étonnant quand on voit un traumatisme crânien de dire tiens, est-ce qu'il s'est passé telle ou telle chose, puisqu'on sait que chaque zone détruite correspond à un problème particulier, hein. Et Moi qui ai donc, eu 4-5 traumatismes crâniens étant petit. hein, voilà. Et donc, on peut voir des choses quand on sait effectivement s'il y a une atrophie à un endroit donné ou s'il y a au contraire une zone où les sillons sont plutôt plus gros, on en déduit des choses très, très particulières. On en déduit, c'est-à-dire on sait ceux qui connaissent le cerveau stratégique. Je ne sais pas s'il y a 10 personnes au monde qui savent bien faire. Voilà. Mais un accident, donc, effectivement, c'est fait la même chose pour m'enlever de la culpabilité et me soulager du problème. Donc, vous avez une femme qui s'est mariée, elle est jeune, elle travaille à l'usine, mais elle n'ose pas dire à son mari, elle n'ose pas dire à sa famille, à son ami, quel chaud lapin, il me fait suer tout le temps, tous les jours, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va avoir un accident puisqu'elle n'est pas d'accord avec son mari. Et cet accident, ça va être que la presse avec laquelle elle travaille va descendre rapidement, un peu trop rapidement pour qu'elle ait le temps d'enlever sa main, et va écraser le bout des doigts de l'alliance, je suis, et le bout des doigts du majeur, la sexualité. Et donc, on va être obligé de nettoyer, couper le bout de ses doigts. Et donc, symboliquement, elle fait moins l'amour avec son mari. Vous voyez la précision de l'inconscient dans ces. Nous sommes des experts de balistique super étonnants, hein, super étonnants. Voilà. Mais de toute façon, même s'il y a des séquelles, simplement, ça vaut toujours la peine de discuter avec les gens. Il y a un cas où j'ai fait un petit peu fort, mais c'était bien. C'était une femme qui avait eu une sciatique et qui avait eu une paralysie du membre inférieur gauche où elle ne pouvait plus relever le pied, hein. On l'a opéré au bout de la 3e semaine, je crois. Et puis, il ne s'est rien passé. La paralysie restait. Et moi, je l'ai vue 3 ans et demi plus tard. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous venez de faire? Je ne peux rien faire, moi, je ne fais pas de miracle. Il n'y a aucun traitement à faire. Voilà. Et non, 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 non. Docteur, j'ai déjà porté plainte contre mon médecin parce qu'on m'avait dit qu'il m'avait fait opérer trop tard. Et puis là, effectivement, d'autres personnes m'ont dit que si on m'avait opéré au premier jour, j'aurais peut-être guéri. Bon. Donc j'entends que cette femme se plaint contre un homme médecin et je lui propose le certification. Madame Intel, selon mon avis, donc, a été opérée d'une hernie discale. Malgré cette opération, elle garde une paralysie complète de ses releveurs du pied gauche. À mon avis, ce n'est pas parce que l'intervention est arrivée trop tard, mais parce qu'à l'époque, elle était amoureuse d'un homme qui a refusé de coucher avec elle. Bien, eh ben, elle n'a pas voulu de mon certificat. Elle n'a pas voulu de mon certificat, mais par contre,
c'est que pour une autre chose, d'autres circonstances, je l'ai revue et elle avait récupéré, alors que 3 ans et demi de paralysie comme ça, Ça part pas comme ça. on ne pouvait pas croire que ça pouvait guérir. Hein. Mm. C'était vraiment du fantastique. Voilà. Donc, les traumatismes, c'est important. Mais c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je vous ai mis du rose ce soir, avec un col qui monte un peu haut, hein? Ça a un sens, tout ça. Et on n'en a pas conscience, mais euh, de personne à personne, les inconscients vont capter ça et donc vont en tenir compte. Hein. Et donc, c'est assez fascinant. Vous avez une femme qui n'est pas très contente d'avoir un quatrième enfant, parce que ça a été fait, non pas dans le désir, mais dans l'excitation de l'alcool, on va dire. Euh, voilà. Elle me dit ça, je lui dis, c'est très bien. Et puis, je dis à mon épouse, tu sais, si dans un mois, elle n'a rien dit d'autre, euh, elle va acheter une voiture familiale verte à 3 mois et demi de grossesse. Elle n'a rien dit et 3 mois et demi de grossesse, elle achète une voiture familiale verte. Elle va un soir chez un concessionnaire qui a la voiture familiale verte qui est arrivée dans l'après-midi et elle la prend. Voilà. Voiture familiale, ça veut dire je suis prête à augmenter ma famille. J'ai déjà 3 enfants, il en vient un quatrième, donc il faut qu'une place de plus. Hein. Et verte, c'est parce que j'espérais pas cet enfant, mais il faut faire bonne mine. Je ne vais pas dire que j'avais un peu trop bu, donc je vais dire que c'était ce que j'espérais avec la couleur verte de la voiture. Et comme c'est un enfant qui n'est pas une bonne nouvelle, eh bien, je vais lui donner un prénom. Si c'est un garçon, par exemple, Marc, un prénom d'évangéliste. Hein. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Hein. Et donc, l'enfant va s'appeler Marc simplement parce que il faut atténuer cette circonstance dramatique, on va dire, de début de grossesse. Ouais, donc moi, je m'appelle Mehdi Marc. Alors là, D'accord. moi, je ne connais pas, mais Ah non, parce que moi, j'étais attendu comme le Messie. Hein. Ma voilà. mère avait perdu un enfant au préalable. Ouais, Voilà. Mm. voilà, mais donc effectivement, il faut pas, il n'y a pas une solution devant tel ou Bien tel sûr. symptôme. Hein, il faut réécouter. Et surtout que on peut très bien avoir le même symptôme d'une tendinite d'une épaule pour des raisons opposées. Soit il Tout à fait. m'impose de faire tel ou tel truc qui ne me satisfait pas et je suis tout à fait contre. Hein. Là, je vais avoir mal à l'épaule droite. Mais au contraire, s'il s'en va faire quelque chose qui m'aurait passionné de participer, eh bien, je vais avoir mal à l'épaule droite aussi. Hein. Tout à fait. Donc, hein. Mais c'est extrêmement précis euh, quand on connaît. Hein, quand on connaît, mais ça va vite à apprendre, puisque le boulot a été fait en grande partie, hein, que je vous ai dit qu'il y avait le nerf du chien ici Mm. sur la main, pardon. C'est la zone du contact parent-enfant. Au-dessus, on va avoir le contact du couple, hein, bras dessus, bras dessous, etc. Donc, on a des zones symboliques comme ça. Une fois qu'elles sont connues, elles sont connues. Donc, une Mais femme c'est de aussi pour 30. ça. Comment? C'est aussi pour ça que vous pouvez pas faire non plus de dictionnaire. C'est pas aussi Voilà, facile que voilà, ça parce se qu'on ne limite peut pas à pas ça. C'est faire pas droite-gauche. Et, voilà. hein, bien. Et donc là, une dame qui a très mal à l'épaule, 35 ans, et ça descend vers la deuxième côte devant, milieu. Alors, l'épaule, c'est le début du bras, c'est le début de l'action, la direction, hein, de ce que je vais faire. Et puis, la douleur, elle va par là, il n'y a pas de nerf qui passe par là, mais le cerveau, il fait ce qu'il veut comme douleur. Hein. Et devant, c'est quoi? La deuxième côte est symbolique du père. Et le père qui est en avant, enfin, ce qui est en avant, c'est le futur, ce qui est devant. Hein. Voilà. Donc, il y a une douleur parce qu'elle n'a pas eu le contact avec le futur père. Mm. Donc, en fait, elle raconte avec sa douleur qu'il a dit non, on n'aura pas d'enfant. Voilà. Donc, on l'écoute, mais on a le diagnostic aussitôt que la symptomatologie est décrite. Donc, c'est quand même se priver de ces éléments-là, je crois que c'est. Bon, on peut en rire, on peut en rire, mais après, effectivement, je pense que ce sera admis
à un grand nombre de gens. Il paraît qu'il faut 3 générations pour que des choses aussi nouvelles soient admises. Oui, parce que c'est transgénérationnel également. Voilà. On peut Alors, porter le le poids de... transgénérationnel, effectivement, vous avez un bébé qui se dévoue, il fait des malformations, il va être handicapé à vie parce que sa maman a tel ou tel problème vis-à-vis de la grossesse. L'un des premiers cas, c'était une amie qui a mis au monde un 6e enfant, je crois. Et donc, il a fallu l'opérer l'enfant parce qu'à la naissance, on a détecté qu'il avait une transposition des gros vaisseaux, c'est-à-dire que les deux parties du cœur, cœur droit, cœur gauche, étaient fermées l'une sur l'autre et ne communiquaient pas. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Ben, il y a les ventricules. Et les ventricules, c'est l'homme, c'est le papa. Voilà. Et s'il y a 2 circuits, ben, ça veut dire qu'il y a 2 papas, en quelque part. Et donc, en fait, c'est d'une femme qui avait décidé de garder et son mari et son amant, mais qui s'entendait très coupable, bien sûr. Et donc, l'enfant, gentiment, lui fait 2 circuits séparés pour son amant et pour son mari. Voilà. Et je dis ça à un gynécologue, il va me faire enfermer, le pauvre. Hein. C'est le risque, quoi. C'est bien dommage d'ailleurs. Moi, je trouve que vous devriez bien au contraire faire ouvrir une école. Voilà, une école docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte Ouais. et justement inculquer à nous tous tout ceci, quoi. Parce Voilà. que il y a tellement de choses à apprendre. Voilà. On a essayé un petit peu, on est 2 ans d'enseignement, là, mais avec le Covid, c'est un peu tombé à l'eau. Hein. Mais effectivement, on arrive à donner les bases essentielles en 5 week-ends de 2 jours. Quoi. Hein. C'est vraiment. Mais il faut connaître, parce qu'il faut connaître que si c'est un événement imprévu qui me met en difficulté, eh bien, la conséquence de ça va être, par compensation, donc imprévue, une date prévisible. Et une date prévisible, donc, c'est 6 mois plus tard. Justement, vous pouvez nous expliquer les règles du temps, Alors, les justement? règles du temps, il y en a beaucoup. Euh, on peut dire que les règles du temps, ça va être la succession du conditionnement et du déclenchement. Hein. Donc ça, c'est pas nous, c'est pas moi qui les fixe, mais la plupart du temps, on peut trouver ce qui avait été décrit avec le nom de cycle. Hein. Et donc, on a effectivement des gens qui ont des conversations qui vont cycle, enfin, qui rebondissent les unes sur les autres. Par exemple, un petit garçon, son grand-père se tue en voiture juste à sa naissance. Donc, une mort accidentelle non prévue qui va mettre la mère en dépression, qui était fière de montrer son petit garçon à son papa, mais ce n'est pas possible. 10h30, il joue au football sur une route et une voiture arrive. Il tombe par terre et il voit, et ça y est, pour lui, sa mort est arrivée. Il a les émotions comme s'il allait être réduit en bouillie. Puis en fait, la voiture l'évite, donc il est fou. Il a cru qu'on allait le tuer, l'écraser, et il ne s'est rien passé. Donc c'est encore un choc. 10 ans et demi. 10 ans et demi plus 10 ans et demi, ça fait 21 ans. 21 ans, encore du football. C'est dans le village un tournoi de Sixte, des petites équipes donc de 6 joueurs, ou moins si on n'est pas très nombreux. Et donc, le cousin et lui, enfin toute son équipe, gagnent la coupe, entre guillemets, et ils arrosent ça. Et le soir, le cousin repart tout seul malgré euh, la peur, entre guillemets. Mais le cousin n'écoute pas du tout celui qui a un peu moins bu. Et donc, il part et il se tue dans un platane un peu plus loin. Voilà. Donc, mort prévue qui ne se produit pas, mort prévisible qui se produit. Et donc, il va falloir à 42 ans qu'il y ait autre chose. Et à 42 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est dans une clinique hospitalisée pour une appendicite. Et à ce moment-là, son beau-frère se tue dans un accident d'hélicoptère sur des lignes à haute tension. Enfin, un accident où il n'avait rien à prévoir, où il ne s'est rien passé.
Pour lui, c'est vraiment la solution pour toutes ses culpabilités. Et donc ça lui plaît beaucoup par rapport à tout ce qu'il a dans la tête. Et il va faire un cancer du cerveau à ce moment-là, dans la région des prévisions, chargé de prévenir, enfin de prévoir les accidents. Hein. Bon. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un cycle. Mais je sais qu'on a eu un malade qui avait un cancer et qui dès dès le premier cours, a assez bien chopé les choses, on va dire, et a commencé à guérir. Hein. Il avait des métastases osseuses qui l'empêchaient de marcher, et il était sur ses cannes, et il marchait sans canne 3 mois plus tard. Et il avait bien compris effectivement que si on voulait retenir quelque chose, eh bien, il fallait chercher le déclenchant, soit juste au moment où le symptôme apparaît. Enfin, évidemment, il y a des tumeurs qui mettent un certain temps à apparaître. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ça, hein? Ou au contraire, 6 mois plus tard, s'il s'agit d'un imprévu, donc c'est quelque chose que je connais bien. Les médecins ne veulent pas enfiler la veste, entre guillemets, que je leur propose, mais pourtant, tous ces tableaux qui sont un peu bizarres, avec des douleurs, avec des troubles du sommeil, avec des troubles de l'équilibre, des troubles de la mémoire, hein, on va appeler ça la fibromyalgie, la fatigue chronique, on va appeler ça Yuppie syndrome, on va appeler ça, etc. Enfin, on donne, mais ça, c'est toujours le burn-out, c'est devenu à la mode. Eh bien, en fait, quand ces symptômes de fatigue apparaissent, c'est qu'il y a eu 6 mois, juste jour pour jour, 182, 183, un imprévu, et donc il va permettre de débrancher ces choses-là. Bon, c'est pas connu, et ça fait vraiment beaucoup de gens très handicapés par ces choses-là. Bien. Moi, j'ai fait mon boulot, j'ai publié, j'ai guéri beaucoup de gens. Il faudra que ça se transmette. Voilà. Et oui, non, mais c'est très important. Hein. Oui, Hein, oui, parce que c'est important quand même, hein, de transmettre tout ce voilà, savoir. mais Voilà, c'est important. c'est sûr que moi, c'est ma passion, ça correspond à ma vocation. Hein. Et puis Le même, problème, c'est que les gens ne sont pas arrivés à leur vocation, ils ne sont pas bien dans leur peau. Le jour où ils l'ont trouvé, eh ben, effectivement, ils sont passionnés et ils vont être utiles. Je dis pour moi que pour réussir sa vie, c'est important de trouver sa vocation parce qu'on a tous une. Et c'est quoi la vocation? C'est une fois que je vais être bien adulte, je vais pouvoir faire cadeau à la multitude des gens des fruits de la souffrance que j'ai eue petit enfant, hein, la souffrance infantile. Et donc, l'exemple que je donne, c'est l'exemple de Coluche. Coluche, c'est des milliards de repas. Et Coluche, il n'avait pas papa pour lui donner à manger quand il avait 3 ans. Et sa maman achetait des beaux habits à ses enfants qui avaient l'air ridicules au milieu des pauvres et ne leur donnait pas à manger ce qu'il fallait. Voilà, ben cette souffrance-là va produire donc ce que j'appelle la vocation donc de servir d'une souffrance pour aider les gens qui ont cette souffrance-là. Et ça se multiplie. Et donc là, je ne sais pas quelle est ma souffrance infantile. Euh, certainement la sensation d'avoir été abandonné par ma mère, quelque part, on va dire ça comme ça. Et donc, les gens qui souffrent, et notamment de séparation, eh ben, c'est ma mission d'aller réparer ça, d'aller aider. Ça me fait vivre. Quoi. et oui. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez quand même si c'est pas le but premier, vous mettez quand même à mal la médecine traditionnelle dans son ensemble. Parce que c'est vrai que lorsque vous avez fait vos 15 ans d'études, je crois, c'est vrai qu'on vous a pas du tout appris à penser comme ça. Et même dans toutes les autres spécialités pour être médecin, en aucun cas la médecine ne prend en considération le patient de cette manière-là. Vous aviez dit dans une autre conférence que j'avais regardé, que suivant les pays, le médecin ne laisse pas parler le patient. Voilà, Ouais. vous prenez le temps de l'écouter, c'est la base. Sauf que là, les médecins, eux, ils sont là juste pour prescrire des médicaments qui sont Des fournis par examens les d'abord. laboratoires. Oui, oui, mais des pseudo, voilà, oui,
Il faut que ça rapporte au maximum, vous avez raison. Mhm. Donc, il faut des bons examens qui coûtent bien cher, qui sont souvent plus ou moins utiles. Et c'est vrai que derrière, on leur a jamais appris à prendre en considération l'histoire du patient. Alors que si on regarde bien, après, ça paraît utopique de parler comme ça, mais le serment d'Hippocrate fait quoi? C'est de guérir le patient. C'est pas de se faire beaucoup d'argent et de se faire de plus en plus d'argent sans guérir, et ne serait-ce Mhm. que juste en soignant. Parce que la nuance que vous apportez justement à cette phrase-là est très importante. Soignant n'est pas guérir, hein, c'est guérir. Et guérir, c'est vraiment guérir l'esprit, hein, bien sûr. Faut pas qu'il y ait de malentendu non plus, hein. J'ai besoin d'un bilan très bien fait sur le plan de la médecine allopathique avant Tout à de fait. savoir, parce que Mm, pour, mm. pour chercher les symboles et tout ça, je pars d'abord des données des examens. C'est Tout à important. fait. Et donc, il faut un examen, il faut savoir ce qu'on a vu au microscope pour tel ou tel cancer, parce qu'effectivement, suivant le type de cancer du sein que j'ai devant moi, les problèmes vont être complètement différents. Donc, c'est pas se couper de la médecine, mais Non, bien sûr que c'est non. aller beaucoup plus loin en étant persuadé que si on veut la guérison, il faut guérir le psychisme, enfin la souffrance, l'esprit, l'âme, même, on va dire, de la personne. Et pour La qu'elle nuance est guérisse, dans l'interprétation. il faut, voilà. Donc, effectivement, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais c'est quand même étonnant, cette femme, 4 adénomes, 4 angiomes, j'ai 4 petits-enfants. Enfin, vous voyez, c'est pour nous, pour un médecin, aller penser ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme, c'est comme l'histoire d'Edith Piaf. Et Edith Piaf, hein, Edith Piaf qui a une kératite parce que elle n'a pas vu elle a pas vu sa mère et son, non, c'est sa mère, hein. Sa mère. Et donc, elle fait une kératite, c'est-à-dire une inflammation de la cornée. Elle ne voit plus rien à 7-8 ans à peu près. D'ailleurs, on la soigne, ça ne fait rien. Et la grand-mère, chez qui elle vit, dit ben, on va aller à Lisieux parce qu'il y a une petite fille qui ne voyait pas et qui a été guérie. Et donc, elle va à Lisieux et elle ramène de Lisieux de la terre. Hein. Et donc, de la terre qu'on va lui mettre matin et soir, enfin, avec des bandeaux, etc., bien gentiment. Hein. Et symboliquement, donc, la petite Piaf qui n'a pas eu le contact avec sa mère quand elle était petite, qu'il n'a pas vu, elle a le contact avec sa mère, puisque la terre qu'on met sur les yeux, c'est le symbole de la mère. Et donc, elle va guérir grâce à ce contact symbolique. Donc, c'est une guérison symbolique. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu une confession d'autre chose ou pas, mais c'est vrai que l'histoire de Chichester nous montre que on n'est pas guéri quand on est uniquement soigné au niveau du symptôme. Hein. Il faut vraiment que le moteur euh, qui est là-haut, qui a mis ça en route, s'arrête. Hein. Sinon, il va continuer jusqu'à la fin de la vie. Et puis, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait que l'analyse de certaines situations permet d'aller beaucoup plus loin. Je me rappelle du coup de tête justement de Zinedine Zidane, et qu'en Oui. fonction de l'endroit où il le fait et avec quelle partie de sa tête il le fait, eh ben, l'inconscient parle beaucoup plus que le conscient. Oui, oui. Et puis, c'est amusant parce qu'on en a reparlé récemment. Là. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est ressorti à la télé, hein, mais c'est vrai que moi, ce que je ne savais pas à l'époque et ce que j'ai su dans l'émission de télévision, c'est qu'effectivement, il avait une famille dont les mœurs étaient un peu lourdes et la fidélité conjugale pas très bien respectée, on va dire. Hein. Et donc, effectivement, s'il y en a d'autres qui sont bon, au courant, on a tendance à appuyer. Mais ce que je n'ai pas dit, et ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, sans le savoir, on va aider les gens à travailler leur culpabilité. Donc, mais de quoi il se mêle celui-là? On est en colère. Et puis, si on prend le temps de s'arrêter et de réfléchir, on va s'apercevoir en fait que la personne qui vous dit telle chose ou qui fait telle chose, elle est là pour vous faire travailler une culpabilité. Et je prends l'exemple, par exemple, de ma maman qui était vieille et qui devait aller fêter son anniversaire, un repas au restaurant en ville, et tout le monde arrive à midi moins le quart, et elle est là, elle ne s'est pas habillée, elle ne s'est pas lavée,
elle est dans son lit et est incapable donc de se lever pour aller en ville. Bon. Alors, comme mes frères et sœurs me connaissent, je me permets de leur dire qui c'est le coupable. Qui c'est le coupable? C'est-à-dire la culpabilité de qui est. Bon. Mais elle enlève la culpabilité de tout le monde. Mais non, le frère qui devait prendre le rendez-vous au restaurant ne l'a pas fait. Si on ne va pas au restaurant, il n'a pas de culpabilité. Mais en fait, effectivement, chacun d'entre nous aurait pu téléphoner à ce frère en disant que tu as prévu ça ou ça, à quelle heure, etc. Mais personne ne l'avait fait. Eh bien, la maman, donc, à ce moment-là, elle est au lit, elle est malade, et donc il n'y aura pas de coupable. Et une femme qui rencontre sa belle-sœur, la belle-sœur lui dit « Tu chouchoutes trop ton mari. » Parce qu'elle a s'occuper de mon couple. Et puis, en fait, elle réfléchit bien. Ah oui, les dimanches, j'aurais bien été contente de rester chez moi avec les enfants, mais mon mari m'a demandé de le suivre et on a fait des kilomètres et je l'ai suivi par culpabilité. Je ne me suis pas donné le droit d'être au repos avec mes enfants chez moi. Tu chouchoutes trop ton mari. Donc, elle déculpabilise, elle apporte la déculpabilisation. Quand vous prenez un PV pour excès de vitesse, c'est parce que vous avez peur d'arriver trop tôt, quelque part, par exemple. Ça peut être la raison. Hein. Et donc, le PV qui est mis, c'est le gendarme qui met l'excès de vitesse qui va vous soulager de cette culpabilité de vous être fait engueuler par votre épouse bien des fois parce que vous étiez arrivé trop tôt et vous n'aviez pas prévenu. Et je peux vous dire que quand on sent les choses comme ça, de telle culpabilité, qu'on en prend conscience, qu'on remercie le gendarme de ce qu'il a fait, eh bien, le PV va sauter. Et alors là, récemment, j'ai eu une autre expérience qui était un peu de cet ordre-là. C'était de l'excès de vitesse, hein, où ils m'ont rendu un point de permis au lieu de me l'enlever. Ah bah, si vous avez la technique, je la prends. Quoique je les ai tous. Non, non, mais effectivement, j'avais remercié de tout mon cœur le gendarme qui m'avait mis un PV. Hein. Mais bon, et donc, on passe son temps donc à se déculpabiliser les uns et les autres, et notamment dans la famille. Et alors là, c'est dramatique, parce que si maman a avorté sans le dire, il y a une fille qui va avorter sans le dire après, et puis à la deuxième génération, ça va être une autre petite fille qui est stérile. Hein. Mais ça n'est que ça. On passe son temps à déculpabiliser nos parents. Et donc, moi, quand j'étais étudiant, je voulais faire la marine au départ. Et donc, faire la marine, il fallait faire préparation, etc. Arrivé au bac, 7,5 à l'écrit. Oh là, mon Dieu. Impossible de rentrer. Donc, j'ai décidé de faire la médecine par défaut. Je ne pouvais pas faire la marine. Hein. Mais mon fils, qui ne veut pas faire la médecine, décide, sans nous en parler à l'avance, de faire la médecine. Oui, il décide de faire la marine en rentrant, non pas par une école de mousse ou je ne sais pas quoi, mais en s'engageant simplement. Et donc, arrivé je ne sais pas combien, 10 ans plus tard, on lui propose de se préparer au concours des officiers pour entrer à Naval. Là où moi, je n'ai pas pu. Vois-tu, papa, c'est pas grave d'avoir 7,5. Même sans rien faire d'études, je peux aller jusqu'au concours. C'est une belle image. Oui, non, mais c'est quand on prend conscience de tout ça, effectivement. Mais il faut en prendre conscience, parce que sinon, quand vous avez quelqu'un qui a inventé une histoire d'armes de destruction massive et qui ne dit pas sa culpabilité, eh bien, pour enlever cette culpabilité, vous avez des gens qui vont assassiner un à un devant la caméra, hein, alors que ce sont des armes cachées de destruction, destructives. Donc, c'est un à un devant la caméra. Et Daesh, c'est donc né de la culpabilité de l'Américain qui avait inventé l'histoire de l'Irak. Ça va loin. Oui, oui. Non, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui tiennent. Hein. Voilà, mais effectivement, pour moi, donc, il n'y a pas photo. C'est même drôle par moment, on va dire.
C'est même drôle. Oui, suivant le résultat, enfin, suivant la conséquence, c'est plus ou moins drôle, mais dans le raisonnement, tout à fait. Voilà. Après, si je vous comprends bien, docteur Lamotte, la guérison passe automatiquement par l'aveu. La guérison passe par l'aveu. En fait, on est pour avoir une parole vraie, une parole authentique, sans mensonge, sans rien. À partir du moment où on ment, effectivement, on va être dans la compensation symbolique, hein. Et ça se termine par la mise à la porte du paradis d'Adam et Ève. Et puis, à la deuxième génération, c'est l'assassinat du frère, hein. Donc, ça commence très fort dans la Bible. Et c'est exactement le même mécanisme qui est décrit. Et donc, il faut être également honnête avec soi-même, ses Voilà, ressentis honnête et avec ses soi-même. émotions, parce que Ouais. si on ne l'est pas, automatiquement, notre inconscient le sera pour nous. Il n'arrête pas de ruminer ça, hein. C'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on voit sur le scanner. On peut voir très bien. Et quelqu'un qui a. J'ai un scanner d'une femme qui a eu des malformations osseuses congénitales. Donc, son cerveau de bébé, fœtus, ruminait déjà très fort. Et donc, à 60 ans, quand on lui fait un scanner pour des maux de tête, on voit les traces. Et je montre ça au psychanalyste lacanien qui m'a appris à lire les scanners. Il va me dire, les malformations osseuses, elles sont là, là et là. Et effectivement, il y a une malformation là, là et là. Hein, c'est visible sur le scanner puisque ça n'a pas été travaillé, il n'y a pas eu de culpabilité d'avouer de la maman, puisque c'est le fœtus qui est en question. Eh bien, la trace est toujours là sur le scanner pour celui qui sait la reconnaître. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Lamotte. Encore une fois, je tiens à rappeler votre livre, L'interprétation des maladies, qui compense les petites et les grandes blessures de l'âme et comment en guérir. Donc, j'ai apprécié énormément cette conférence. Vous nous avez encore une fois éclairé, voilà, avec les mots qu'il faut. Voilà, vous nous avez bien fait la différence. Enfin, vous avez précisé le cerveau stratégique, le rôle du symbolisme, de la symbolique plutôt, à la fois des microbes et des accidents. On n'a pas parlé des porteurs sains qui ne veulent rien dire, mais si vous voulez, avant de finir, pourquoi pas justement dire pourquoi, enfin nous expliquer, parce que je l'avais noté pour y penser, pourquoi le fait d'être porteur sain ne veut rien dire. Le fait d'être. Porteur sain. Voilà, parce que dans les médecins disent oui, mais c'est un porteur sain. Pourquoi D'accord. lui, là, et voilà. Voilà. Bien, pourquoi lui, là, on a besoin de faire une maladie infectieuse. Une maladie infectieuse, c'est quelque chose qui va laisser des traces dans la mémoire, donc dans l'immunologie, hein. Et c'est les traces d'une épreuve, soit une épreuve pour grandir. Une épreuve pour grandir, c'est le virus. Donc le COVID, il est là pour nous faire changer complètement de vie idiote en prenant du temps pour nous, hein, le confinement. Au moins, là, il n'y a pas de discussion. Donc, il est là pour nous apprendre ce qu'on n'est pas capable de faire. Et autrement que c'est des choses qui sont ponctuelles, ça va être les bactéries. Et les bactéries, donc, eh ben, elles ont leur rôle dans telle situation. Donc, si vous avez été obligé de vous séparer d'un membre de votre famille, par exemple, eh bien, quand vous allez retrouver cette personne-là, vous avez le risque de faire si vous n'avez pas parlé, de faire une scarlatine, hein. Voilà. Si vous êtes à l'hôpital et puis que vous êtes malheureux parce que votre papa ne vient pas vous voir, ou etc., enfin, vous n'êtes pas ensemble, alors vous avez l'habitude d'être très près les uns des autres, vous allez faire une infection à staphylocoque, hein. Et donc, effectivement, c'est plutôt que de mettre des antibiotiques, c'est beaucoup plus facile de faire raconter l'histoire de séparation. J'aurais voulu être avec vous ensemble et je ne l'ai pas été. Et on fait un staphylocoque, on parle de ça et le staphylocoque est guéri dès le lendemain sans problème, hein. Donc, c'est quelque chose que les médecins n'admettent pas, qu'on a besoin de faire une maladie et nous qui préparons le terrain pour faire pousser le microbe, hein. Bon, il y a même des médecins qui sont allés jusqu'à dire que nous fabriquions les microbes. Je ne dirais rien, je ne sais pas, je ne suis pas compétent, hein. Mais par exemple, le méningocoque qui donne la méningite purulente, eh bien, si vous avez 10 000 personnes qui sont porteurs sains, il n'y en a qu'un seul
qui fera la méningite purulente parce que c'est celui-là qui a besoin de la faire. Hein. Et donc, ben, c'est pour ça que, comme c'est des réflexions de longue date des adultes et de leur vie, s'ils ont pris le temps de s'arrêter dans leur vie, etc., et ils vont penser à ces choses-là, et ils vont mourir du Covid, mais un nourrisson ne va pas faire le Covid ou un jeune enfant ne va pas faire le Covid. Il n'en est pas encore à penser à ces étapes et successives qui va le pousser dans sa vie d'adulte et des vies professionnelles. Voilà, donc un porteur sain, en fait, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire la maladie, qui n'a pas le conflit de ce microbe-là. Si vous l'avez, forcément, vous allez faire la maladie. Oui, c'est là où on rejoint lorsqu'il y a eu la bombe Hiroshima et que justement les jésuites qui étaient à proximité n'ont pas eu justement de problème, De alors conséquences que voilà, alors des qu'ils étaient radiations. Ouais, je sais. pile Ils poil à n'étaient l'endroit où pas dans le conflit entre les Japonais et les Américains. C'était des Européens et voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment. Et on peut prévoir certaines choses, effectivement, ou même les induire, hein, quand on sait. Hein. Une petite dame m'a apporté beaucoup de choses. C'est une bohémienne qui faisait la manche dans le métro. Hein, et elle m'a montré comment il fallait d'abord culpabiliser les gens et puis ensuite venir chatouiller cette culpabilité pour apparaître le symptôme. Le symptôme pour elle, c'est d'avoir une pièce d'argent. Hein. Mais elle passe une première fois, donc il y a une, deux personnes qui donnent. Et puis, il y a 6 ou 7 personnes qui pensent, mais je suis un salaud, j'ai de l'argent dans ma machin, mais ça me fait chier d'aller lui donner de l'argent, etc. Elle repasse. Celui qui s'est senti coupable et qui vient, il est obligé automatiquement d'aller chercher une pièce à lui donner. Automatiquement. Voilà. le tout Donc, c'est de le savoir, comme vous dites. c'est fantastique. En tout cas, un grand merci encore une fois, docteur Thomas Lamotte. Merci pour cette soirée et cette conférence. Donc, je rappelle une dernière fois votre livre, L'interprétation des maladies. Et un grand merci à vous. Bonsoir à toutes les rayonnantes et bonsoir à tous les rayonnants. Merci.